Corps à corps. Pour ce corps à corps, je suis très heureuse de recevoir Jean-Frédéric Poisson et Louis-Marie Bonneux. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Ah, il n'est pas là encore, Jean-Frédéric Poisson, on va le retrouver. C'est pas grave, on va commencer avec Louis-Marie Bonneux. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous d'être ici, chercheur associé à l'ECLJ, auteur de l'OMS et le programme de reproduction humaine aux éditions L'Harmattan. Et donc, ici, vous avez participé aussi. Ah non, ça c'est Jean-Frédéric Poisson qui a écrit, lui, ce livre OMS, l'overdose. Pour que la France s'en sorte, faut-il en sortir donc, sous la direction de Jean-Frédéric Poisson, mais avec via la voix du peuple et d'autres participants dans ce livre. Donc pourquoi l'overdose? Pourquoi programme de reproduction humaine aux éditions L'Harmattan? On va aborder ces questions, mais d'abord rappeler les dernières actualités pendant qu'un nouveau traité sur les pandémies est avancé par l'OMS, je le rappelle, qui va revenir sur le devant de la scène dans quelques mois. Eh bien, en janvier 2025, donc de cette année, le président Donald Trump signe un décret pour entamer le retrait des États-Unis de l'OMS. Et puis en février, donc un mois plus tard, c'est Javier Milei, président de l'Argentine, qui annonce qu'il va retirer l'Argentine de l'OMS. Donc on voit bien ici qu'il y a de véritables, critiques fortes contre, et notamment par les Américains, donc le pays peut-être qui avait la plus grosse puissance au sein de l'OMS, des critiques au sein de cette organisation mondiale qui se disait pour la santé. Alors, Louis-Marie Bonneux, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, pour vous, ce programme a peu à peu dérivé dans une dérive, même vous parlez de programme de reproduction humaine, donc dans une dérive dénataliste et qui va contre la véritable santé de la population? Merci encore pour votre invitation. Alors effectivement, beaucoup critiquent aujourd'hui l'OMS. Donald Trump a jugé que l'organisation était irréformable et a décidé de la quitter. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Certains invoquent le coût trop important. Il a aussi invoqué l'influence de la Chine. Ce matin, je voudrais aussi vous parler de l'influence des fondations privées dans l'organisation et la politique de l'OMS. Et je voudrais vous parler de ça au travers du programme de reproduction humaine qui a été créé en 1970 Oui. au sein de l'Organisation mondiale de la santé pour contrôler la démographie humaine pour des raisons économiques. En réalité, à cette époque-là, l'ONU, dont l'OMS fait partie, considérait que une trop grande population humaine allait conduire à un appauvrissement de la population. Oui. Donc, il fallait trouver des méthodes pour réduire cette population humaine. Donc, c'est comme ça qu'ils ont développé un programme financé au début par la Fondation Ford et puis par quelques pays du nord de l'Europe qui ont une tradition eugéniste, je pense à certains pays scandinaves, et qui souhaitaient réduire la population des pays pauvres pour que le monde et les pays les plus riches puissent avoir une plus grande prospérité économique. Et donc, c'est ainsi que tous les contraceptifs que vous pouvez trouver aujourd'hui dans les pharmacies, et les abortifs aussi, ont été développés dans ce but-là, pour ces raisons-là, pour diminuer la démographie mondiale, pour des raisons économiques. Et ensuite, le discours a évolué, mais peut-être qu'on en parlera Ouais, après. alors justement, j'ai le nom d'un des programmes qui veut quand même tout dire, soutenu par la Fondation Ford, une ébauche du programme élargi de recherche, de développement, de formation à la recherche en matière de reproduction humaine, qui a été imaginé par cette fondation en 1971 et qui a été qui a fortement orienté une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé, donc qui a elle-même été utilisée par l'OMS après, qui se nomme la résolution WHA 25.60. Ça dit rien à nos éditeurs, mais évidemment, c'est pour montrer que on ne parle pas comme ça dans le vide de programmes de reproduction humaine ou de contrôle de la reproduction humaine, mais bien de quelque chose de sérieux. Là, c'est soutenu par la Fondation Ford, repris par l'Assemblée mondiale de la santé, qui elle-même va placer cela dans le programme assigné l'OMS dans son programme de coordination de recherche biomédicale. Donc on est sur du concret de cette analyse. Quel est donc l'objectif? Vous le dites, c'est contrôler la natalité dans le sens où il y en a trop. Et comment ça s'est passé concrètement? Oui, effectivement, contrôler la natalité. Alors, comme vous le disiez, donc cette recherche est basée vraiment sur les sources de l'ONU, de l'OMS, sur les déclarations des différents directeurs généraux
de l'organisation, ainsi que sur les résolutions votées par les États membres. Mhm. Et en réalité, ce programme de reproduction humaine s'est inscrit dans le programme de recherche biomédicale assigné à l'OMS, mais il a ensuite dérivé euh, vers du contrôle démographique au nom de la santé, au nom de la science. Ouais. C'est-à-dire que des États font des recherches, développent des experts au sein de l'ONU, financés par à la fois des fonds étatiques et privés, font des recherches, et puis ils vont dire, bah voilà, c'est la science, donc les États doivent changer leur législation parce que nous avons décidé ce qui était bon pour eux. Ouais. Alors très Par exemple, concrètement, en ça donne quoi? Oui, 2020, voilà, donnez-nous un l'OMS exemple concret, oui. Allez-y. Voilà, en 2020, par exemple, l'OMS a publié des lignes directrices sur l'avortement, juste après une subvention de 100 millions de dollars de la Fondation Buffett. Ces lignes directrices expliquent aux États que un avortement sur une jeune fille mineure sans l'avis de ses parents, euh, jusqu'à 9 mois, ne pose aucun souci, c'est totalement sans problème, ne devrait poser aucune problématique de santé ou même éthique, tout va bien. Et si jamais les États ne modifient pas leur législation pour aller vers ces éléments-là, ils sont anti-science. Euh, C'est écrit comme ça. Personne n'a envie d'être taxé d'anti-science. Ouais. C'est écrit comme C'est ça. comme ça que ça fonctionne. Oui, mais est-ce que c'est écrit comme ça? Oui, bien sûr, c'est écrit comme ça, oui. Il faut lire les 200 pages du document, mais c'est écrit comme ça, oui. Oui, d'accord. Donc, promotion d'un avortement tardif, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aller dans le sens de cette dénatalité organisée par l'OMS? Alors, tous les contraceptifs, comme je disais, que ce soit le stérilet, la pilule du lendemain, ils ont également travaillé sur des vaccins contraceptifs qui sont allés jusqu'à des essais de stade 2, mais qui n'ont jamais vu le jour. C'était trop d'effets secondaires. Euh, et puis différentes ensuite méthodes d'avortement qui ont ensuite été développées Il y a eu différents essais cliniques en Chine notamment. Le stérilet a été étendu de manière massive. Voilà, donc grâce à ce programme de l'OMS. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont essayé de développer des moyens qui étaient les plus indépendants possibles de la volonté des utilisateurs et des femmes pour voilà, parce que en fait le discours est toujours le même. On fait ça pour le bien des gens. Oui. On fait ça pour qu'ils puissent choisir la taille de famille qu'ils veulent, Alors etc. attendez, parce qu'on a un petit Et puis- souci on entend en même temps Jean-Frédéric Poisson, mais on va récupérer tout le monde en même temps. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bon, alors, bonjour, on va vous récupérer proprement. Je crois que le son est un peu résonne bien. un petit peu. Louis-Marie Bonneau, en attendant, on continue. Vous disiez, donc, pardon pour cette interruption. Désolé, ce sont les aléas du direct. Et en plus, je vous l'ai dit, c'est un lundi particulier puisque nous avons tous eu le décalage horaire dans les pattes. Difficile de se lever le matin et difficile d'être parfaitement opérationnel. Sur Toxa comme ailleurs. Alors, vous disiez donc, il y a ces différentes politiques. Vous avez évoqué l'avortement, vous avez évoqué les stérilets, vous avez évoqué. Moi, je voulais vous demander, par exemple, si on peut considérer que cette campagne One Planet, One Child au Canada, qui est firmée en 2020 sur les panneaux publicitaires, que le plus beau cadeau que l'on peut faire à son premier enfant est de ne pas en avoir de deuxième. Est-ce que ça résulte justement de ce travail, de cette programmation, de cette idéologie de l'OMS? Oui, tout à fait. C'est une progression logique, marketing, toujours matérialiste. On est passé de l'économie. Il faut réduire la population pour des raisons économiques, puis pour le droit des femmes. En réalité, ils s'en fichaient des droits des femmes. Ce qui intéressait, c'était la réduction démographique. Et puis aujourd'hui, on a un nouveau discours qui est celui de la planète. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre premier enfant, c'est de ne pas en avoir de deuxième, comme vous pouviez en lire sur les abribus au Canada. Ouais. Effectivement. Mais on commence à voir le même genre de communication, ce qui est intéressant en France, puisque on a pu voir des communications sur le coût d'un enfant, voilà ce que coûte un enfant dans la vie, comme si on pouvait réduire un enfant à un cumul de sommes alignées pour payer son alimentation, etc. Donc, est-ce que vous croyez que ça aussi, c'est toujours dans le même ordre et c'est toujours organisé par l'OMS?
Oui, oui, bien sûr, et on peut lire dans les textes qu'ils ont que ces élites qui sont à la tête de l'ONU, etc., qui avançaient sur ce programme de reproduction humaine, avaient une vision messianique. Ils souhaitaient, comme je cite, avancer vers un avenir radieux pour l'humanité. Oui. Euh, et vraiment, cette vision matérialiste est un fil rouge qui transparaît jusqu'à nos jours, où effectivement, on nous explique que un enfant, ça coûte très cher, que ça pollue, et qu'il faudrait peut-être, pour le bien de l'homme, se suicider, ne plus en avoir. D'accord. Alors, je me tourne vers Jean-Frédéric Poisson, je rappelle, philosophe, homme politique, président de Via la Voix du Peuple, qui a donc dirigé cet ouvrage que j'ai présenté, OMS Overdose, pour que la France s'en sorte, faut-il en sortir? On a rappelé les 2 dernières dates, annonce de sortie par les États-Unis et sortie de l'Argentine. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi est-il urgent d'en sortir? Eh bien, parce que, bonjour à tous d'abord, et Bonjour. désolé de ces quelques problèmes techniques dus à des connexions un peu aléatoires depuis l'étranger où je vous parle. Pourquoi en sortir? Parce que c'est un organisme international qui, comme beaucoup d'organismes internationaux, ont changé de nature au fur et à mesure du temps. En remerciant Ruard et Bono et tous les autres co-auteurs de cette petite plaquette, on voit bien que l'OMS part d'une idée, une belle idée, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, les écarts de développement entre les différents pays conduisent un certain nombre d'entre eux, enfin les pays du monde entier, à se dire bon, on va s'entraider et puis on va partager des données scientifiques, des bonnes pratiques, des protocoles, pourquoi pas des moyens, pour faire en sorte que le niveau de la santé publique s'élève partout dans le monde et que petit à petit les pays pauvres ou plus pauvres rejoignent ceux qui sont plus développés. Oui. C'est une idée de coopération fraternelle, après tout, c'est une belle idée, puis ça c'est devenu, 80 ans après, comme vous l'avez parfaitement décrit, un instrument qui fait du contrôle de la population, de la dénatalité, qui est absolument contraire à son idée d'origine, premièrement, donc il est passé de bienfait pour l'humanité à nuisible pour l'humanité, et en plus avec des ambitions totalitaires, ou en tout cas très très autoritaires, qui ne sont pas compatibles avec la souveraineté d'un peuple et la souveraineté d'un État en matière de santé publique. Ouais. Alors on va revenir sur les ambitions totalitaires, ou en tout cas autoritaires dont vous parlez, mais peut-être pour conclure sur ce contrôle démographique, puisque on a commencé à parler avec Louis-Marie Bonneux, et autour de son ouvrage, l'OMS et le programme de reproduction humaine aux éditions L'Harmattan. Vous aussi, vous en parlez dans votre livre. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être d'autres éléments qui, selon vous, va dans le sens d'un contrôle démographique voulu par l'OMS, avec l'imposition aux États de nouvelles normes qui doivent mettre en place le contrôle de natalité jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que le contrôle de natalité a tellement bien fonctionné que le bilan démographique, je le rappelle, aujourd'hui notamment en France, a encore baissé, hein. Ce sont les dernières nouvelles de l'INSEE. Donc on est véritablement dans un contrôle de natalité très, si c'en est la raison, très dur. Ben, alors, la démographie baisse partout dans le monde. Hein. Oui. Les taux de natalité sont en baisse absolument de manière universelle, probablement sous l'effet aussi du développement économique. Et on sait qu'on voit en tout cas qu'il y a une corrélation entre l'accès à un certain nombre de richesses, de confort, etc. et évidemment moyens de santé, de contraception et de contrôle des naissances, dit-on pudiquement, d'un côté, et la baisse de la natalité ou du taux de fécondité, en tout cas, d'autre part. Beaucoup de choses ont déjà été dites par Louis-Marie Bonneux, que je ne vais pas répéter. On peut ajouter que on sait depuis longtemps, on a identifié depuis longtemps que des campagnes assez massives de vaccins visant à stériliser les femmes dans un certain nombre de pays ont été conduites de temps en temps par des laboratoires, enfin la plupart du temps sous faux drapeau, comme on dit, mais on sait bien que tout ça a été d'une manière ou d'une autre couvert, pour ne pas dire initié par l'OMS, avec le financement. On sait que Bill Gates a participé aussi. Oui, la fondation Bill et Melinda Gates. Ce genre d'opération, voilà. Donc si vous voulez, l'avantage de ces gros machins, c'est que en général, ils font ce qu'ils disent. Vous comprenez, c'est la différence avec les gouvernements, c'est que c'est sans surprise. Ils vous annoncent qu'ils vont le faire, ils le font. Alors, ils le disent plus ou moins ouvertement, de manière plus ou moins explicite, mais globalement,
l'OMS a dit il y a de très longtemps, rejoignant ainsi tous les mythes de la décroissance, quand il y a trop de population, il ne peut pas y avoir de croissance économique stable. Donc, si on veut de la croissance économique stable, il faut qu'il y ait moins de population. Ça a été affiché il y a des années, dès le début des années 50. Et je pense que l'OMS n'a jamais changé de trajectoire sur ce point. Oui. Prospérité égale population maîtrisée, donc maîtrisons la population par tous les moyens. Campagne de contraception, stérilisation massive, incitation à ne pas avoir d'enfants, etc., etc. Tout ça est parfaitement cohérent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la maîtrise de la population va plus loin. Et là, on sort complètement de l'organisation de la santé, puisque vous parlez dans votre ouvrage aussi, Jean-Frédéric Poisson, de surveillance, finalement, de mise en place d'un système de surveillance voulu, organisé par l'OMS, que ce soit par les réseaux sociaux ou même dans d'autres cadres, notamment on a vécu la crise Covid et la surveillance avec les passes sanitaires, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette dérive autoritaire de l'OMS ? Il y a il faut bien voir que pour l'OMS comme pour tous les autres au fond, un des facteurs clés de succès, c'est la capacité à récupérer des données sanitaires massives en très grande quantité. Puisqu'en réalité, le succès entre guillemets de ces opérations dépend largement d'une meilleure connaissance statistique des populations, de ce qui s'y passe, des habitudes de vie, etc., etc. Donc en fait, l'Organisation mondiale de la santé fait tout pour faire en sorte que ma foi soit. Alors, c'est pas l'OMS elle-même qui surveille parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Elle le fait avec le consentement, sinon l'appui sans réserve des États membres. Donc, ceux qu'il faut incriminer, dans une large mesure, c'est plutôt les États membres parce que l'OMS ne fait rien toute seule. On parle de dérive autoritaire de l'OMS. Elles sont possibles parce que les États membres les tolèrent et qu'ils, d'une certaine manière, ils se laissent faire. Si on disait à l'OMS, écoutez, restez chez vous et continuez de vous occuper de santé publique, ils le feraient parce qu'ils n'auraient pas le choix. Donc au fond, c'est d'ailleurs un des autres problèmes qui est posé par ces nouvelles réglementations et ce nouveau traité, c'est que l'OMS est en train de réclamer en même temps qu'une autorité sans réserve et sans limite sur les politiques de santé publique des États en cas de pandémie. Dans cette autorité qui est réclamée limite, il y a aussi l'obligation pour les États de fournir toutes les données statistiques de santé pour alimenter les bases de données, pour alimenter la définition des protocoles que l'Organisation mondiale de la santé serait susceptible d'imposer aux États. Oui. Donc l'enjeu des données publiques, des données de santé publique, nos informations individuelles, puisque les données de santé publique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la collection des données individuelles qui nous concernent chacun et chacune. Sachant, précisons tout de suite, Jean-Frédéric Poisson, que nous avons en France, je crois, le réseau le mieux organisé en termes de données médicales. Donc, on offrirait, entre guillemets, nos données sur un plateau d'argent ici à une organisation internationale qui a des mélanges, et vous le rappelez dans votre livre, public-privé en plus. Donc on est vraiment, il y a vraiment une atteinte aux données personnelles. Ces données personnelles intéressent évidemment beaucoup les laboratoires et tous les gens qui ont des intérêts privés et qui financent l'OMS. Et on n'a aucune garantie sur ce que l'OMS serait amené à en faire demain. Pourquoi pas d'ailleurs les vendre ou les mettre à disposition d'un certain nombre de partenaires privés pour faire encore je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que malheureusement on peut tout imaginer. Oui. Mais effectivement, dans ce futur règlement, ce futur traité, ce futur qui est demandé en tout cas par l'OMS, il y a tout un ensemble de dispositions qui prévoient l'obligation pour les États de fournir l'intégralité des données épidémiologiques et statistiques pour que l'OMS fasse entre guillemets mieux son métier. Et c'est une obligation à laquelle les États ne peuvent pas échapper. Oui. Donc tout est cohérent en réalité. Il s'agit de faire en réalité un super ministère de la santé publique mondial. On y revient. Enfin, c'est toujours la même chose. Oui, encore que vous l'appelez ministère de la santé, et peut-on vraiment l'appeler la santé ? C'est ça aussi. C'est exact. C'est une vraie question. Mais ce qui est certain, c'est que plutôt que de rester dans son esprit initial, qui encore une fois était bénéfique, je crois, d'organiser la coordination, la coopération entre tous les responsables de la santé publique du monde entier, ça c'était le traité initial, et bien on va vers la confiscation d'un certain nombre de pouvoirs
en toutes circonstances, parce que en plus, il s'agit d'opérer ce transfert d'autorité des États vers l'OMS en cas de pandémie. Alors, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est qu'est-ce qu'une pandémie? Oui. La réponse, une pandémie, c'est une situation dans laquelle le directeur général de l'OMS, qui décide tout seul, considère qu'il pourrait y avoir un risque de contamination d'un truc pas bien. Voilà, je dis les choses de manière assez vague. La définition de la pandémie a changé. Voilà. Autrefois, il fallait un risque mortel avéré avec une transmission, et maintenant, c'est l'éventualité de. L'éventualité de, il y a beaucoup de choses qui sont éventuelles dans la vie. Et la deuxième question, surtout, c'est à partir de quand sait-on qu'on est en pandémie? La réponse, c'est quand l'OMS décide qu'on y est. Oui. Donc voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Oui. Et le directeur général de l'OMS, lui tout seul, a la possibilité de déclarer cette situation à partir de laquelle ou dans laquelle les États n'ont plus d'autre possibilité que d'obéir aux injonctions de l'OMS. C'est-à-dire, par exemple, mesdames et messieurs les États membres de l'OMS, vous voudrez bien vacciner l'intégralité de votre population avec tel produit, parce que c'est ce qu'il faut faire et c'est moi qui le décide. Je dis ça, je cite ça comme exemple, évidemment, ça n'a aucune espèce de réalité, vous comprenez bien. Bien sûr. Que ça ne peut pas arriver. Toute référence, comment dit-on au cinéma déjà, toute référence à des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Exactement. Tu parles. Voilà. Donc, quand en plus on sait que monsieur et madame Gates sont impliqués personnellement et financièrement dans des laboratoires qui produisent des vaccins, on peut être inquiet. Alors, je donne la parole à Louis-Marie Bonneux. Je ne sais pas si, Louis-Marie, vous souhaitez réagir justement à tout ce qui a été dit, notamment la campagne de stérilisation Bill et Melinda Gates. Vous avez peut-être travaillé là-dessus. Et puis, plus généralement, sur, en effet, l'évolution progressive de l'OMS vers une autorité de plus en plus autoritaire, avec des pouvoirs qui seraient désormais souverains et qui outrepasseraient la souveraineté des États. Et puis ce contrôle aussi, ce côté de surveillance organisée mis en place par l'OMS. Louis-Marie Bonneux. Effectivement, l'OMS, au sein du programme de reproduction humaine, a travaillé sur la stérilisation. Parce que c'est un moyen qui échappe le plus à la volonté des utilisateurs, c'est le plus efficace. Il y a des programmes qui ont été lancés en Inde, notamment pour faire des programmes de stérilisation massifs. Et le but était de découvrir des méthodes chirurgicales et non chirurgicales les plus efficaces pour faire l'opération de manière le plus rapide, la moins coûteuse, etc., etc. Donc tout ceci est bien décrit et correspond à une volonté bien établie de l'OMS de développer ces méthodes. Et effectivement, comme on le disait, c'est très inquiétant d'observer ces phénomènes quand on voit qu'il y a des financements privés très importants au sein de l'OMS, au sein du programme de reproduction humaine. On a cité la fondation Gates, il y a également la fondation Buffett qui a investi en 2019 100 millions de dollars. La fondation Buffett qui finance également la fondation Gates, qui est très impliquée sur ces questions-là de reproduction humaine. Les États doivent prendre en main leur souveraineté et ne pas se laisser dicter des politiques, des lignes directrices par des influences privées qui voudraient instrumentaliser l'OMS pour leur imposer des politiques inacceptables dans leur pays au nom de la science. Une étude ou des préconisations soi-disant scientifiques, lorsqu'elles sont financées par des intérêts privés et rédigées par des militants, comme c'est le cas pour les lignes directrices sur l'avortement, où 75% des rédacteurs, quand on consulte leur profil sur les réseaux sociaux, sont des militants du contrôle démographique, de l'avortement, etc., et de manière très acharnée et idéologue. Ça doit nous poser question et c'est aux États de reprendre en main leur souveraineté et certains le font à l'OMS, je pense à l'Égypte notamment, qui est très active, très forte sur ces sujets-là, qui est accompagnée de 105 États, des pays africains, des pays du Moyen-Orient, qui sont opposés aux États les plus libéraux sur ces questions-là. Et puis ces États conservateurs, on pourrait dire, ces 105 États conservateurs sont quand même plus importants en nombre que les 194 États
de l'OMS. Ils sont majoritaires, il y a 194 États à l'OMS Ouais. et 105 États sont opposés parce qu'ils sont plus conservateurs à ces politiques-là. Et puis maintenant, il faut qu'ils arrivent à avancer si l'organisation internationale voilà, du monde leur permet, puisque il y a aussi des chantages à l'aide au développement qui sont faits sur ces pays-là pour qu'ils acceptent ces politiques scandaleuses dans leur pays. Oui. Alors justement, on voit que beaucoup de pays sont, entre guillemets, plus conservateurs, donc contre ces politiques, mais bon, en gros, on peut leur imposer via l'OMS. Et où en sommes-nous? Et ce sera ma dernière question d'actualité, mais qui est brûlante. Je le disais aussi en introduction, Jean-Frédéric Poisson. Donc on voit bien que ce nouveau traité sur les pandémies qui permettrait à l'OMS de reprendre la main et d'être autoritaire, d'avoir une décision autoritaire, alors qu'aujourd'hui il n'est que consultatif et technique sur les États, pourrait imposer certaines décisions jugées de santé auprès des États. Alors qu'est-ce qui peut changer prochainement? D'abord, on sait que pour le moment ce traité n'a pas été voté par les États, mais est-ce qu'il peut passer autrement? Il a été refusé, enfin bloqué en tout cas en mai 2024. Où en sommes-nous? Et puis, que va changer le fait que le Donald Trump ait signé en janvier dernier un décret pour entamer le retrait de l'OMS, et puis le mois suivant, Javier Milei annonce le retrait de l'Argentine. Ça peut quand même véritablement affaiblir l'OMS aussi, d'abord en termes j'imagine, d'apport financier, et puis évidemment sur une remise en question de cette institution. Jean-Frédéric Poisson. Alors, la prochaine étape, elle est statutaire, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation de la santé qui se tient habituellement au début du mois de juin et au cours de laquelle, en principe, devrait être remis en discussion ce texte, remis en discussion, ces modifications du traité et du règlement sanitaire international, qui sont deux documents, enfin c'est le traité fondateur et le règlement intérieur, si vous voulez, pour dire les choses rapidement. Ça revient en discussion au mois de juin. La règle interne à l'OMS dit que il faut d'abord que tout un tas de commissions valident le texte avant qu'il ne soit soumis à l'Assemblée générale. Bref, je vous fais les choses rapidement. L'année dernière, ces amendements n'avaient pas passé la barre du travail des commissions et donc n'avaient même pas été discutés en Assemblée plénière. Oui. Cette année, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, on voit, comme le vient de le dire Louis-Marie Bonneau, que de plus en plus maintenant, dans la mesure où l'hémisphère sud, pour dire les choses rapidement, a compris qu'il avait désormais les moyens de s'opposer à la pseudo-hégémonie morale de l'Occident, il ne se gêne plus. Depuis que les pays occidentaux développés, entre guillemets, à nouveau, n'ont plus les moyens d'imposer leur vision au monde entier, le monde entier fait savoir aux pays occidentaux que ça suffit. Donc il est tout à fait possible que les mêmes résistances qui ont conduit à ne pas pouvoir voter ce texte dans l'Assemblée générale l'année dernière conduisent au même résultat cette année, mais même si c'était le cas, il resterait une année et demie à chacun des États membres pour que chacun des États ratifie, la plupart du temps par voie parlementaire, parce que le traité ratifie, les dispositions prises par l'OMS, donc il resterait la possibilité pour chaque État d'accepter ou de ne pas accepter ces modifications. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu lancer cette campagne d'information pour alerter les Français sur le fait de dire, même si l'OMS modifie son fonctionnement interne et ses lois fondamentales, la France n'est pas obligée d'accepter ces modifications. Donc il y a tout à fait la possibilité de refuser. C'est pour ça que je pense que pour la préservation de notre santé publique, notre système de santé, le secret de nos données individuelles de santé, les relations entre notre médecin traitant et nous, parce que tout ça impacte évidemment aussi la liberté de prescrire des médecins, et donc la manière dont nous envisageons nous-mêmes notre propre santé. Tout ça a des impacts jusque-là. Donc il est nécessaire que si jamais l'OMS changeait de trajectoire à ce point, les Français se mobilisent pour faire savoir à leurs représentants qu'ils ne veulent pas l'adoption de ce texte. Donc il y a encore beaucoup de chemin, avec une étape évidemment très significative
au début du mois de juin prochain à la prochaine Assemblée générale. À la prochaine Assemblée générale de l'OMS, on l'a bien compris, Jean-Frédéric Poisson. De l'OMS, absolument. Merci beaucoup à tous les deux. On a compris Merci la volonté de gestion humaine, de sanitaire soi-disant, et de reproduction humaine, notamment à travers le livre de Louis-Marie Bonneau, l'OMS et le programme de reproduction humaine aux éditions L'Harmattan. Et puis cette alerte lancée par Jean-Frédéric Poisson à travers son livre, le OMS, l'overdose, pour que la France s'en sorte. Faut-il en sortir? Pourquoi? Comment? Tout est très bien expliqué. C'est un petit ouvrage très très court avec des réponses, des analyses factuelles et ça permet de mieux comprendre ce qui se passe à travers l'OMS et peut-être que ça nous permet aussi de comprendre ce qui se passe dans notre pays et notamment. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.